BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Et à 8h18, c'est Augustin de Romanet, le PDG d'ADP, qui est avec moi ce matin. Bonjour. Bonjour Christophe Jacobini. Avec des bonnes nouvelles. D'abord parce que le trafic aérien redémarre fort. On a retrouvé... Pas tout encore évidemment, il faudra du temps, mais on a retrouvé 72% du trafic de l'avant-crise sur les 3 premiers mois de 2022 dans l'ensemble de vos aéroports. Et si on prend la France, on n'est pas très loin aussi, 47 millions de passagers entre janvier et mars, sur la France, on est à 211% de hausse sur Orly et Roissy-Charles de Gaulle par rapport au premier trimestre 2021. Qui était un trimestre sinistré. Est-ce que c'est en phase avec vos prévisions ou est-ce que ça va plus vite que prévu ? Non, c'est exactement en phase avec nos prévisions. Alors, on sera plutôt dans le milieu haut de la fourchette, mais on reste dans nos prévisions. Ce dont il faut se souvenir, c'est que le premier semestre 2021 était totalement sinistré. Et donc, on a le double du trafic du premier semestre 2021. Bon, ça veut dire que ce qui se passe en France, vous le constatez aussi dans vos autres aéroports à travers le monde ? Oui, la plupart de nos aéroports connaissent un taux de recouvrement du trafic comparable et un tout petit peu plus rapide en Inde, tout petit peu plus lent en Turquie parce que nous sommes affectés par les événements d'Ukraine et de Turquie, notamment dans notre aéroport d'Antalya au sud de la Turquie. Alors l'autre bonne nouvelle, qui est d'ailleurs étonnante, mais c'est comme ça, c'est que du coup vous appelez ce matin sur ce plateau aux vocations pour travailler soit chez ADP où vous recrutez 600 personnes, soit sur les plateformes aéroportuaires, 4000 emplois à pourvoir. Là aussi, vous avez des difficultés de recrutement ? Énorme. Vous le savez, une des choses qui nous préoccupe, c'est la bonne expérience du passager, et notamment dans les postes d'inspection filtrage. Or, aujourd'hui, les entreprises qui assurent l'inspection filtrage ont beaucoup de mal à recruter et nous avons identifié sur Orly et Charles de Gaulle au moins 4000 postes à pourvoir, sans compter naturellement les 600 recrutements qui existent au sein du groupe ADP, donc 400 à Charles de Gaulle. Donc pour ce qui concerne ADP stricto sensu, nous recherchons des techniciens de maintenance, nous recherchons des ingénieurs. Et pour ce qui concerne l'ensemble de l'écosystème, je ne peux qu'inviter les personnes qui rechercheraient un emploi qui habitent dans la région d'Orly d'aller sur un site qui est orlyparis.com, sur lequel il y a des offres d'emploi, notamment des offres d'emploi des JV du groupe ADP. Je pense par exemple à notre JV avec le groupe Lagardère qui s'appelle SDA, qui assure les commerces, le duty free. Notre JV avec le groupe SSP qui s'appelle Epigo, qui assure la restauration, les bars, restaurants, etc. Et il y a plusieurs centaines de postes qui aujourd'hui ne trouvent pas preneur. Alors, est-ce que vous avez un peu le même phénomène que dans l'hôtellerie et la restauration ? On a dû à un moment donné débaucher, il y a même eu chez vous un plan de départ collectif. Est-ce que vous regrettez finalement cet aller-retour ? Parce que là, du coup, on a dû faire partir des gens. Dans les autres métiers, la restauration, les services, c'est la même chose. Et aujourd'hui, on ne trouve plus les bras. Alors, il n'y a pas eu vraiment des retours au sein du groupe ADP. Nous avons eu un plan de rupture conventionnelle collective. Et effectivement, je ne peux pas dire qu'on regrette. La seule chose qu'on puisse dire, c'est que nous sommes très attentifs à recruter aujourd'hui les personnes qui vont être nécessaires pour gérer des flux qui reviennent très, très vite. Et vous le savez, lorsqu'un système est en décroissance, on sous-estime la chute. Lorsqu'un système est en croissance, on sous-estime la croissance. Il y a toujours un effet retard entre le moment où vous décidez de réembaucher et le moment où ces personnes sont en même temps, on revoit derrière vous les images des aéroports vides. Et à un moment donné, vous étiez en situation de survie. Pour survivre, il fallait effectivement adapter vos coûts à la nullité de vos recettes. Oui, en mars 2020, on pouvait se demander si on paierait les salaires en décembre. Nous n'avions plus 1 euro de chiffre d'affaires. C'est terrible. Bon, du coup, ça c'est derrière nous. On voit bien qu'avec les confinements, on arrive à mieux les gérer. La Chine, quand même, c'est un souci, le trafic avec la Chine. C'est un gros souci. Le hub de Charles de Gaulle est le premier hub en Europe en 2019 avec 13 lignes vers la Chine, contre 9 pour Heathrow ou 9 pour Fraport. Aujourd'hui, la Chine est quasiment fermée. Vous le savez, la zone de Shanghai est sous cloche. Et même si ça ne représente qu'environ 2% du trafic de Charles de Gaulle, ça représente plus de 10% des recettes des commerces. Comment vous 10%, c'est énorme. D'ailleurs, on voit encore beaucoup de commerces fermés sur les plateformes aéroportuaires, notamment françaises, à Orly ou Charles de Gaulle. Est-ce qu'il y a des gens qui ne reviendront pas, on voit à Orly des rideaux de fer baissés. Est-ce que ça rouvrira à un moment donné ? Oui. Non, là, malheureusement, nous avons encore quelques magasins fermés, notamment pour des questions d'effectifs, mais tout a vocation à réouvrir. Bon, est-ce que ça change pour vous cette crise, les perspectives de développement futur ? On sait qu'avant la crise, il y avait eu cette polémique sur le nouveau terminal.
Est-ce que du coup vous avez refait vos plans? Est-ce que vous pensez que le trafic aérien va retrouver complètement son rythme de progression d'avant? C'est ce que nous disent d'ailleurs les constructeurs aéronautiques, hein, entre nous soit dit. Mais est-ce que comment vous envisagez le développement de vos plateformes? Alors, il faut distinguer deux choses, les plateformes européennes et le trafic aérien mondial. Sur les plateformes européennes, pour commencer par cela, je pense qu'on aura moins de vols domestiques, moins de vols intra-européens, et nous nous préparons, nous, à Charles de Gaulle, en favorisant notamment le train, pour toutes les destinations intérieures, en favorisant l'intermodalité avec l'aéroport, nous nous préparons à avoir ce qu'on appelle un mix trafic, c'est une répartition du trafic qui soit beaucoup plus favorable aux vols internationaux par rapport aux vols domestiques ou aux vols qu'on appelle Schengen, c'est les vols intra-européens. Pourquoi? Parce que vous pensez que la nécessité de décarboner le transport aérien nécessite de privilégier le train quand on peut prendre le train et de ne prendre l'avion que de façon raisonnée lorsque c'est nécessaire. Mais on comprend en France, mais pour aller d'un pays européen à l'autre, souvent ce sont quand même des grandes distances. Alors, vous faites Paris-Hambourg, Paris-Cologne, à la limite. Mais en revanche, pour le grand trafic international, l'utilisation raisonnée de l'avion est tout à fait souhaitable et il vaut mieux prendre l'avion pour la New York que prendre un bateau. Ce qui est vrai, c'est que dans le monde, vous avez beaucoup de pays en développement qui ont encore une énorme vocation à voir leur trafic aérien croître. Si vous prenez un pays comme l'Inde, par exemple, un pays qui est immense. Avec un niveau de vie qui est encore aujourd'hui extrêmement faible, $2000 par habitant. Mais vous savez que dans ces pays-là, dès que vous augmentez un tout petit peu le niveau de vie, les personnes voyagent. Or, aujourd'hui, un Indien moyen voyage 30 fois moins qu'un Américain. Donc, dans un pays dans lequel on ne peut pas faire de ligne de TGV, parce que la morcellisation du foncier interdit de le faire, l'avion a encore des beaux jours devant lui. Mais l'avion n'a de beaux jours devant lui que s'il se décarbone. Et c'est la raison pour laquelle nous militons beaucoup pour l'utilisation des carburants aéronautiques durables, sans parler naturellement de l'alternative que représente l'hydrogène pour propulser les avions à moyen terme. Alors c'est intéressant parce que vous nous dites, comme dans d'autres secteurs, comme pour l'automobile, que d'un côté on a cette conscience de l'impérieuse nécessité de décarboner, ce qu'on fait en Europe, et que dans d'autres zones géographiques, ça ira moins vite parce que c'est pas le même stade de développement. Or la planète, on en a qu'une, on la partage. Vous avez raison, mais ça ira moins vite pour la décroissance du transport aérien, ça n'ira pas moins vite pour la décarbonation. Vous savez, un pays comme l'Inde, il est passé du jour au lendemain du téléphone arabe au téléphone portable. Eh bien, il passera aussi très très vite au carburant aéronautique durable. On a une faculté, par exemple, de faire des carburants aéronautiques durables avec une électricité verte à partir d'énergie solaire, qui est beaucoup plus grande dans un pays comme l'Inde qu'en Europe. Donc, je suis très optimiste sur le fait que le transport aérien, depuis 2019, a pris conscience que le fait de se dire que la dernière goutte de kérosène sera pour lui n'est plus possible. C'est ce qui se disait auparavant jusqu'en 2019. Aujourd'hui, c'est terminé. Tous les acteurs du transport aérien, motoristes, constructeurs d'avions, compagnies aériennes, aéroports, savent trois choses. La première, la décarbonation n'est pas une option, elle est indispensable. Deuxièmement, ça passera par des innovations technologiques. Et troisièmement, ça passera par une augmentation du prix des avions. Vous êtes déjà en train de préparer vos aéroports aux futurs avions, aux avions de demain ? Bien sûr, nécessairement, nous réfléchissons à ce que sera un aéroport qui promeuvra ces modes nouveaux de propulsion. C'est quoi? C'est l'approvisionnement en hydrogène notamment, la fabrication sur place d'une partie de l'énergie? C'est une question. C'est une question à laquelle il est beaucoup trop tôt pour répondre, mais à laquelle évidemment nous réfléchissons. Est-ce que l'hydrogène, si d'aventure ce mode de propulsion devait être généralisé, ce qui n'est pas encore totalement acquis à court terme, est-ce que nos aéroports devraient réserver des dizaines et des dizaines d'hectares pour produire cet hydrogène vert? Bon, est-ce qu'on va pouvoir rouvrir bientôt la plage de la privatisation, de l'ADP, ou pas? Est-ce que... Ça n'était pas dans les programmes électoraux des candidats. Non. Et il est possible que ce sujet revienne sur la table, bien sûr. Vous le souhaitez? J'ai toujours eu l'occasion de dire que nous étions très fiers, enfin les collaborateurs du groupe ADP sont très fiers de gérer l'entreprise exactement comme si elle avait un actionnaire 100% privé. Donc si nous avions demain un actionnaire 100% privé, nous pourrions gérer la boîte, j'espère, aussi bien qu'avec un actionnaire public. Comment ça se traduit au niveau mondial, cette crise de l'aérien pendant 2 ans? Est-ce qu'il y a des opportunités d'acquisition de plateformes aéroportuaires pour ADP? C'est beaucoup trop tôt pour le dire. La réponse aujourd'hui serait plutôt non, dans la mesure où pour acheter un bien, il faut avoir un minimum de visibilité sur les perspectives. Or aujourd'hui, on a assez peu de visibilité sur le niveau enfin, la recovery du trafic. Bien sûr. Et par ailleurs, il faut être très attentif à ce qu'on ne surpaye pas des actifs qui ont tendance à être un peu chers. Vous savez, avec des taux d'intérêt très bas,
Ouais. La valeur des actifs d'infrastructure a tendance à être un peu dans une bulle. Dans une bulle. C'est la raison pour laquelle nous avons toujours été très très prudents dans nos acquisitions. C'est vraiment intéressant ce que vous dites parce que on sait quand même que ADP c'est un groupe mondial maintenant, 29 aéroports exploités dans le monde. C'est très intéressant que pour vous aussi, la hausse des taux d'intérêt, ça change la donne et ça change la valorisation des aéroports et que vous allez donc être très prudent et que vous allez regarder comment tout ça évolue dans les prochains mois. On voit que le monde change à une vitesse incroyable avec ces nouveaux paradigmes, la parité de l'euro-dollar à 0,5 là ce matin, les taux d'intérêt qui montent. Voilà, il faut prendre son temps. Absolument. Là, je crois qu'il faut se rendre compte qu'une hausse de taux d'intérêt, ça fait mécaniquement baisser la valeur des actifs d'infrastructure. Surtout des actifs de très long terme. De très long terme et de rente, quelque part. Hein. Merci beaucoup, Augustin de Romanet, PDG d'ADP, d'avoir été l'invité de Good Morning Business. Tout de suite, il est 8h30, le journal.